Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode interview. Aujourd'hui, je suis ravie de te présenter Pauline du compte Instagram Maminka Sommeil. Pauline est spécialiste justement du sommeil du jeune enfant. Pauline, elle te partage ses clés pour accompagner ton enfant au sommeil de manière respectueuse, en favorisant le lien d'attachement. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens pour retrouver Pauline en description de l'épisode, mais également dans l'article du blog mercredi.com. Le sommeil des enfants, c'est souvent quelque chose, j'ai envie de te dire, c'est peut-être souvent la première difficulté que l'on fait face en tant que parent. Parce qu'effectivement, le dormir comme un bébé, ce n'est qu'une expression. Je sais pas qui a inventé ça, mais ce n'est bien qu'une expression. Alors si effectivement Pauline, elle est capable de t'accompagner pour accompagner ton bébé au sommeil, dans l'épisode que je te propose aujourd'hui, on s'est plutôt focalisé sur les enfants de 3-6 ans, parce que oui, eux aussi peuvent rencontrer quelques difficultés à l'endormissement, au sommeil, que ce soit habituel pour ton enfant ou que tout d'un coup, ils se mettent à avoir peur, à ne plus vouloir dormir, à faire de multiples réveils comme quand il était peut-être tout petit bébé. On répond à tout ça avec Pauline dans l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, j'arrête mon blabla et je te laisse découvrir mon échange avec Pauline. Bonne écoute! Salut Pauline et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Salut! Alors même si je t'ai brièvement présenté dans l'introduction, est-ce que te laisser te présenter avec tes propres mots, expliquer un petit peu ce que tu fais? D'accord. Oui, alors je suis Pauline, je suis maman de 2 enfants, donc une petite fille qui a maintenant 3 ans, qui est très sensible, et un petit garçon qui a 4 mois, donc en plein dans la progression du sommeil des 4 mois, ce qu'on adore. C'est ça. Et, c'est vrai que c'est le sommeil de ma fille qui m'a interpellée quand je suis devenue maman. Parce qu'elle est très sensible et du coup, j'ai eu beaucoup de réveils. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je n'avais jamais vues qui m'ont interpellée. Et du coup, je me suis formée pour en savoir plus et donc je me suis formée pour être certifiée spécialiste du sommeil, certifiée. Et la certification que j'ai suivie, ça s'appelle Baby Led Sleep and Wellbeing. Donc ça veut dire c'est le sommeil mené par l'enfant et le bien-être. Donc c'est une approche holistique basée sur l'attachement. D'accord, donc effectivement, c'est l'approche du sommeil respectueux, c'est pas c'est pas les 5, 10, 15 minutes, ce genre Non. de pratique. Oui. Donc, c'est vrai que c'est important pour moi. Je pratique aucune technique d'entraînement au sommeil. Et c'est vrai que c'est quelque chose où, quand j'ai rencontré des difficultés de sommeil, c'est tout ce qui m'a été proposé, suggéré. Et moi, ça résonnait pas du tout en moi. Donc, c'est pour ça que je me suis formée et beaucoup en anglais parce que je n'ai pas trouvé vraiment ces informations en français. C'est ça. On manque cruellement d'informations sur le sommeil du jeune enfant. Et j'ai envie de te dire, encore plus quand il s'agit du sommeil des enfants tout court. Parce qu'autant, c'est vrai que ça se démocratise un petit peu, le sommeil des 0-2 ans, voilà, c'est quelque chose qu'on peut arriver à trouver maintenant, aujourd'hui. Ça commence, si on cherche en tout cas, il peut y avoir quelques ressources. Et c'est parmi celles qui en partagent sur leur compte. Mais ça, quand je t'ai contacté, quand je t'ai rencontré, c'est que moi, j'ai commencé à avoir des difficultés de sommeil, notamment chez mon grand, mais très tardivement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, j'ai envie de te dire, d'avoir un enfant pour qui le sommeil était assez facile, entre guillemets, au démarrage. Et puis vers 4-5 ans, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est vachement compliqué. Du coup, c'est vrai que quand je t'ai proposé l'interview sur le podcast, c'était peut-être de se centrer un peu plus sur les questions du sommeil des enfants 3-6 ans,
où pour autant il y a quand même certains challenges, on va dire, je vais pas dire difficultés, mais certains challenges qui peuvent arriver et que on est un petit peu démunis. Du coup, tu pourrais nous partager quelles sont les particularités finalement du sommeil des enfants de 3 6 ans et en quoi c'est différent du sommeil des bambins? Oui, alors effectivement, donc il y a des choses qui sont similaires et je vais en parler aussi, et puis il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Donc qu'est-ce qui change vers 2 ans et demi, 3 ans? C'est, enfin de façon générale, quelque chose qui diminue, c'est le besoin de sommeil. Euh, Hmm. Forcément, on a un nourrisson qui grandit, qui évolue. Les besoins de sommeil diminuent et souvent le total de sommeil des nuits ne bouge pas beaucoup et du coup, ça va être les siestes qui vont diminuer quand Hmm. quand on a un bébé, enfin, on va dire jusqu'à 3 ans. Puis 3, 4 ans, souvent, la dernière sieste, elle saute ou même des fois à partir de 2 ans, des fois c'est plus tard. Chaque enfant est vraiment différent là-dessus. Et chaque enfant va avoir des besoins de sommeil très différents les uns des autres. Ça, c'est vraiment important de se le mettre en tête parce que c'est important de pas suivre des chartes. Chaque enfant est très différent, comme nous-mêmes. Moi, j'ai besoin de 9 heures de sommeil la nuit, donc je fais plutôt partie des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil. J'ai des amis, ils ont 6 heures de sommeil, ça leur suffit. Hmm. Je me dis, ah, c'est de la triche. Ah, Ils mais ont c'est pas 3 juste. heures de plus dans la journée. Je suis team grosse dormeuse comme toi. Et quand je vois mon mari, voilà, à 6 heures, il est frais comme un gardon, je fais non, mais pas de justice. Ouais, c'est ça. Et alors, si je dois donner un peu une moyenne, la National Sleep Foundation, qui a regardé un petit peu qui fait des études pour voir, pour faire une moyenne, elle est tombée sur une moyenne de 10 à 13 heures de sommeil, euh, Mhm. entre 3 et 5 ans, sur 24 heures. Donc, c'est plus bas souvent que ce qu'on pense. Enfin, il y a beaucoup de parents qui pensent encore que leur enfant devrait dormir de 7 heures à 7 heures et en plus faire une sieste. Alors, à part si c'est un gros dormeur, parce qu'effectivement, là, on parle d'une moyenne, mais ça peut être complètement normal pour un enfant de cet âge-là, même d'avoir 8 heures de sommeil sur 24 heures. Hmm. Pour vous dire, donc d'être déjà comme un adulte, parce qu'on a des besoins tous très différents, et un autre, il va avoir besoin de 15 heures. Effectivement, c'est déjà la première chose, comme tu dis, c'est que finalement, c'est de sortir des croyances Mm. et juste d'être à l'écoute du besoin réel de l'enfant et que c'est peut-être justement dans sa nature finalement, un petit dormeur, un dormeur normal, un gros dormeur. Oui, 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 exactement. C'est ça, parce qu'en fait, sinon, on peut vite se stresser si on commence à comparer, etc. Et puis, une autre particularité, c'est que la fonction du sommeil, elle change vers 2 ans et demi. Donc, avant, c'est plus pour développer le cerveau et après, c'est plutôt de la réparation et de la maintenance du cerveau. Hmm. Donc, ça veut simplement dire que l'enfant, il passe moins de temps en sommeil actif et plus de temps en sommeil profond. Donc, c'est pour ça que souvent, quand même, ils ont moins de réveil que quand ils étaient petits. Hmm. Mais aussi les raisons, il peut toujours y avoir des réveils, et souvent il y a des réveils, mais les raisons des réveils, elles changent. C'est-à-dire quand ils sont petits, ça va être souvent plus besoin de téter, du reflux, un pic de développement. J'apprends à marcher à 4 pattes. Je suis trop excitée, du coup je me réveille 2 heures en pleine nuit pour pratiquer une nouvelle compétence. Voilà. Et puis après, à 2 ans et demi, 3 ans, c'est intéressant parce que l'imagination se développe et du coup, seulement à partir de cet âge-là qu'il commence à avoir des cauchemars. Hmm. Voilà, qui commence à avoir peur du noir. Parce que qu'est-ce qui peut se passer dans le noir alors qu'un bébé, il n'y a pas besoin de veilleuse a priori, à part pour que le parent puisse se repérer. C'est ça. Euh, Mais voilà, il va y avoir des besoins complètement différents parce qu'il y a l'imagination qui se développe, il y a l'apprentissage de la continence, il y a peut-être l'entrée à l'école, un nouveau rythme avec l'école, des choses qui se passent avec les amis, etc. Et en fait, le sommeil, pourquoi un enfant il va commencer tout à coup à avoir des problèmes entre guillemets, parce qu'en fait c'est totalement normal, mais avoir besoin de temps pour s'endormir, tout à coup, il a besoin de réassurance le soir, alors qu'avant, tout allait bien, etc. Souvent, il faut creuser plus loin. Souvent, ce ne sont pas
des difficultés de sommeil en soi, mais c'est autre chose qui travaille. Et du coup, on sait très bien que nos enfants, ben, ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations à 1 an et demi qu'à 4 ans. Ils n'ont pas du tout le même développement du langage, donc la relation avec le parent, elle change. Quand ils sont tout petits, ils ont vraiment, ils s'attachent par les sens, donc ils ont toujours besoin d'être proches physiquement, des câlins, c'est très physique. Puis après, même s'ils ont encore besoin de ce contact physique, mais on va dire qu'il est moins intense et qu'il va passer aussi, l'attachement va passer aussi par autre chose. Mm. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on peut mettre en place aussi d'autres choses pour les rassurer. Donc, ça permet d'être plus créatif, on peut communiquer les choses, etc. Mais voilà, il va y avoir aussi des réveils, des besoins des parents qui, des fois, vont nous surprendre parce qu'on se dit, mince, des fois, on a l'impression que le sommeil, c'est comme une compétence. Donc, pourquoi il se réveille plus, tout à coup, il se réveille? Ouais. Mais non, ce n'est pas une compétence. C'est simplement un reflet de bah, qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée, qu'est-ce qui fait que là, eh ben, il a besoin de réassurance. Et puis, ça vient la nuit, quand tout est noir, quand c'est la plus longue séparation de la journée, Mm. plus long souvent que le temps passé à l'école. Hein. Donc, on oublie ça, que c'est une séparation. C'est une coupure pour eux. Euh, donc, voilà. Et puis, à l'école, il y a quelqu'un pour les accueillir. Il y a un relais. Dans le sommeil, c'est pas le cas. Et là, je parle de même un enfant qui dormirait dans la chambre de ses parents. Le sommeil représente quand même une séparation, le fait de se laisser aller en fait dans les rêves, dans le sommeil, c'est une séparation en soi. Tu en penses quoi? Moi, c'est un truc que j'avais croisé comme ça quand j'ai été confrontée aux perturbations du sommeil de mon grand tardivement. Je sais plus où j'avais vu ça, mais en fait, on m'avait expliqué que le sommeil, c'était une petite mort. Et que pour l'organisme, ben c'était considéré comme tel, donc potentiellement avec un pouvoir anxiogène. C'est ça, en fait, ce que tu dis, c'est que effectivement, c'est cette séparation, même si c'est dans la chambre parentale, cette peur d'être seule. Oui, exactement. En fait, c'est vrai que bah, j'ai fait une formation aussi avec Gordon Neufeld, qui est spécialiste de l'attachement. Et lui, il explique vraiment toutes les problématiques de sommeil sous cet angle-là. Mm. Euh, C'est-à-dire que, et je suis convaincue que c'est le cas, même il y a aussi d'autres choses. Bien sûr, par exemple, un enfant qui est pas assez fatigué, des fois, il s'endort pas le soir, c'est pas forcément la crainte de la séparation, des fois, c'est aussi que tout simplement, il n'a pas passé assez de temps dehors, il s'est passé des pensées, il a eu une grosse sieste. Donc, bien sûr, il y a d'autres choses physiques à prendre en compte. Mm. Mais on va dire qu'une fois qu'on a éliminé ces choses physiques, la chose principale qui stresse l'enfant au moment du sommeil, c'est la séparation. Ce que ça représente, une séparation pour l'enfant. Donc, c'est un moment où il va chercher à être rassuré et à reconnecter avec sa figure d'attachement principale. Donc, c'est là qu'il va avoir besoin d'accompagnement, s'il se réveille la nuit, parfois il va avoir besoin de réassurance. Voilà, c'est tout ça qui rentre en jeu. Ce que tu dis finalement, c'est que le sommeil, c'est pas, on n'a pas de problème de sommeil avec un enfant de 3 6 ans, c'est que le sommeil est un symptôme Mhm. d'une autre problématique, alors problématique, en tout cas de quelque chose à prendre en considération pour atténuer les problèmes liés au sommeil de l'enfant. Voilà, donc c'est en tout cas pour la grande majorité, parce qu'après il existe des troubles du sommeil, et là qui sont d'ordre médical, donc ça c'est des choses avec lesquelles on discute avec le médecin, mais le médecin il n'est pas là normalement pour nous dire bah il faut qu'il s'endorme de façon autonome, il n'est pas là pour nous donner normalement des conseils de parentalité, il n'est pas formé dans ce domaine-là. Mm. Mais il est là normalement pour vérifier, est-ce que pour demander qu'une étude du sommeil soit faite, par exemple, il y a des enfants qui souffrent d'apnée du sommeil, il y a le syndrome des jambes sans repos, donc il y a des troubles du sommeil qui existent, pour lesquels on a besoin de voir quelqu'un, un professionnel de santé. Mm. Mais par contre, la plupart de ce qu'on qualifie de trouble, mais qui n'est pas vraiment un trouble, c'est vraiment des questions de besoin d'attachement. Mm. Et pourquoi c'est là? C'est aussi important de se rappeler, parce que des fois, on va se dire, mince, mon enfant est insécurisé parce que il s'endort pas tout seul, etc. Non, si ton enfant ne s'endort pas tout seul, c'est pas qu'il est insécurisé,
enfin, il pourrait l'être, hein, mais en général, c'est simplement parce que c'est la norme biologique. Nos enfants ne sont pas faits pour dormir seuls. Ça, ce sont les attentes sociétales. Et du coup, bah, au niveau biologique, en fait, ton enfant, il ne sait pas, quand il naît, il ne sait pas qu'il débarque en Europe ou dans un pays occidental, que la norme, c'est sociétal. Il y a eu la révolution industrielle qui est passée par là et qu'on a besoin que les enfants s'endorment seuls, qui dorment seuls, qui ne dérangent pas leurs parents, parce qu'on a besoin que les parents ils soient efficaces pour aller travailler le matin. Productif. Voilà. Et il n'y a pas de grand-mère, de cousins, donc les tantes qui vont être là aussi, qui habitent dans le même village, dans la même maison, et qui vont être là, présents, et on va se passer le relais tout au long de la journée. Les enfants vont jouer ensemble, on va euh, travailler, mais aussi s'occuper des enfants ensemble tout au long de la journée, comme c'était le cas, en fait, la majeure partie de l'histoire, en fait. Ouais. Et donc, la société a évolué, mais le cerveau des enfants, il n'a pas évolué. Donc, eux, ils naissent et de se dire que on va les mettre dans... Leurs parents pourraient potentiellement les poser dans un lit, dans une autre grotte, mais c'est flippant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils pourraient être mangés par un loup. Et là, ça, c'est pour les petits bébés. Mais même après, plus tard, en fait, mais même nous, on n'est pas fait pour dormir seul. On est fait pour vivre en communauté. Donc, on a été créé ainsi. Le cerveau, l'être humain est créé ainsi. On est des êtres d'attachement. C'est un besoin primaire. L'attachement, aujourd'hui, c'est reconnu comme besoin primaire. Et donc, c'est très fort chez les enfants. Ils ont cet instinct de survie encore en eux, même s'ils savent, bien sûr, qu'ils sont en sécurité dans leur chambre, etc. Leur cerveau n'est pas fait. Ils ne sont pas faits pour dormir seuls. Donc, ils vont toujours résister à la séparation. C'est un instinct de résister à la séparation. Beaucoup de cultures, quand les enfants, ils dorment dans la même pièce que les parents, en fait, jusqu'à l'âge adulte. Dans tous les cas, il faut être privilégié pour avoir des chambres pour les enfants. Ça, on l'oublie souvent. Et dans beaucoup de cultures, par exemple au Japon, c'est à la préadolescence seulement que les enfants passent à leur chambre. Il y a d'autres cultures, par exemple comme en République tchèque où je vis, donc qui est quand même un pays occidental, c'est l'Europe, etc. Mais c'est moins choquant le cododo et on va dire que jusqu'à 7-8 ans, c'est assez commun. Oui. Je dirais pas que c'est toutes les familles, mais ça reste quelque chose de commun. En tout cas, d'accompagner les enfants à l'endormissement, ça c'est sûr. Mais aussi qu'ils dorment en fait dans la même chambre que les parents. Donc simplement pour avoir un peu une vision plus large. Après, ça ne veut pas dire on vit dans la société dans laquelle on vit et on ne peut pas la changer, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas désirer que nos enfants s'endorment seuls et mettre des choses en place pour. Et aussi, enfin voilà, qu'ils aient leur chambre, etc. Et voilà, on pourra peut-être en parler, mais il y a des astuces aussi pour les aider. Mais c'est vraiment important de partir de la base de dire, OK, si mon enfant arrive pas à le faire, c'est normal, il n'est pas fait pour, en fait. Et il va avoir besoin de mon aide, il va avoir besoin de mon accompagnement pour y arriver. Ça veut pas dire qu'il est insécurisé, ça veut pas dire que j'ai mal fait les choses, etc. Donc ça, juste pour se rassurer, pour avoir plus d'empathie pour notre enfant, pour nous-mêmes. Et ensuite, à partir de là, on peut mettre des choses en place pour accompagner notre enfant vers plus d'autonomie. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que finalement, c'est l'acceptation que ce soit un besoin naturel de notre enfant, qu'on peut le faire coïncider avec notre structure familiale, notre idée, et que finalement, le point essentiel, même si on désire que notre enfant dorme seul dans sa chambre, c'est de nourrir la base du lien d'attachement, du sentiment de sécurité pour permettre cette adaptation-là. Oui, oui, c'est ça. Je vois beaucoup passer de messages, et on en parlait en off juste avant, des stories sur les réseaux sociaux ou autres, des parents qui finalement vivent un petit peu le même cas que ce que j'ai rencontré, en se disant, mais alors, de deux choses l'une. Soit c'est des parents qui ont eu des problèmes, enfin des problèmes. Un bébé avec des besoins intenses et qui pensait vraiment en avoir fini avec le sommeil chaotique, ou alors, comme c'était mon cas, de se dire, mais je comprends pas, mon enfant a toujours très bien dormi, endormi seul en 5 minutes,
Et qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, moi, mon enfant, il refuse de se coucher. J'ai plus de soirée, l'endormissement, ça prend des heures. Comment faire? Du coup, concrètement, comment tu accompagnes les parents qui font face à cette difficulté de se dire, mais je comprends pas ce qui se passe. Ça se passait bien ou on en avait fini? Et voilà quoi. Adieu ma soirée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est hyper frustrant, surtout quand voilà, on attend notre soirée aussi pour décompresser, etc. Et comme je le disais, c'est pas forcément une question de accompagnement, pas accompagnement. Moi, je crois que chaque famille doit trouver son rythme et mettre en place ce qui fonctionne pour elle, avec sa structure, avec, moi, je suis pas à la place des parents, avec ses horaires, ses contraintes, etc. On a tous des contraintes différentes. Mais en tout cas, quand on a un enfant qui refuse d'aller se coucher tout à coup, alors moi, je me pose plusieurs questions. La première, c'est, bon, les besoins de sommeil, ils diminuent. Donc, est-ce que le rythme est toujours adapté à mon enfant? Ou est-ce que, au contraire, j'ai gardé son rythme? Et puis, des fois, on a un enfant qui est aussi avec un tempérament assez cool, donc il va quand même faire des siestes, par exemple, même s'il en a peut-être plus trop besoin, mais parce que il est très routinier, c'est dans sa routine, il continue. Et puis, du coup, il se couche toujours à la même heure, et puis il se lève toujours à la même heure, etc. Mais tout à coup, il se réveille plein de fois, en fait, où il n'arrive plus à s'endormir. Des fois, peut-être qu'il est simplement pas fatigué. Donc, ça, comme on en parlait déjà, c'est une première chose que Mm. je cite parce que c'est très souvent le cas. Mm. Ensuite, c'est, ben, est-ce que mon enfant a un besoin de connexion? Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé aussi dans son rythme? Est-ce que il a plus de temps? Est-ce que le temps de séparation avec les parents, avec les figures d'attachement principales, est-ce que c'est plus long qu'avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa journée où on n'a pas débriefé avec lui? Donc, réfléchir un petit peu à tout ça, aux changements qui auraient pu avoir lieu dans la journée. Mettre en place un temps de qualité le soir avec lui pour vraiment reconnecter, parce que c'est vraiment important, en fait, quand même qu'on n'a pas beaucoup de temps avec notre enfant, que ce soit un temps de qualité où on met les téléphones de côté, par exemple, et puis on s'intéresse à lui, on rentre dans son jeu. J'aime beaucoup Gordon Neufeld, il parle beaucoup du jeu libre, notamment, le soir, c'est vraiment un moyen pour l'enfant, le fait de jouer, de vider, en fait, tout ce qui s'est passé dans la journée. Et souvent, il rejoue, en fait. Et ça leur permet de débriefer, en fait. Donc, ils rejouent l'école, les histoires avec les copains. Des fois, ils jouent des choses aussi où ben, les enfants, ils se tapent, ils peuvent jouer des choses, en fait, qu'ils ont besoin de digérer, on va dire. Mm. Et puis, il y a aussi la question d'avoir une routine en place qui peut vraiment aider l'enfant. Et après, si malgré tout ça, peut-être que tout ça est déjà en place, en fait, et que tout à coup, l'enfant se réveille, quand ça arrive, on va dire occasionnellement, moi, quand ça arrive avec ma fille, je me demande toujours, ben, je regarde la journée, en fait. Je suis là avec elle dans la chambre et au lieu de me frustrer je me dis, OK, il s'est passé quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moment, peut-être, par exemple, ma fille qui est très sensible, c'est arrivé quelques fois où je pars travailler dans la maison, hein, juste dans le bureau. Mm. Et elle est avec son papa, mais je lui ai pas bien communiqué ou alors elle a pas bien compris que j'allais travailler et tout à coup elle me cherche dans la maison et mon mari, ben il sait que je suis en train de faire un truc et en fait il la distrait avec autre chose. Mais je l'entends dire maman, mais elle est où maman? Et puis en fait, bien sûr, elle se laisse distraire, mais ça reste un petit peu et en fait ça après ma fille est très sensible donc attention, je veux pas dire que ça va perturber tous les enfants. Mais Mais voilà, mm. est-ce que j'ai oublié de dire au revoir à mon enfant? Et ça l'a stressé. Parce que ça, la séparation, c'est un facteur vraiment de stress. Mm. Comme on l'a dit, c'est ce qui met l'enfant, le cerveau de l'enfant le plus en alerte. Donc, ça peut être très dur après à digérer, etc. Le soir, il se dit, OK, mon parent, il est là, mais est-ce que je vais le revoir parce que j'ai eu un petit peu ce stress aujourd'hui? Il y a des moments où effectivement il disparaît et voilà, je sais pas où Voilà, il est, l'inquiétude reste, c'est ça? c'est ça, exactement. Et puis enfin, je me demande toujours, bah, par rapport au rythme, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en fait, il s'est levé plus tard ou la sieste finalement était plus longue ou enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je regarde un petit peu tout ça
Et si c'est quelque chose par rapport à l'attachement, par exemple, je débrief avec elle. Ah, en fait, tu m'as cherché aujourd'hui, j'ai entendu que tu me cherchais, c'est vrai que je t'ai pas dit, j'étais dans le bureau, ça t'inquiétait, comment tu t'es sentie, etc. Et puis, enfin, quand on lutte avec l'endormissement, surtout ne pas s'acharner, parce que plus on s'acharne et plus on empire les choses. Oui. Oui. Et du coup, en fait, le point où il faut arrêter, c'est le point dès qu'on commence à perdre patience, dès qu'on commence à en avoir marre. Donc là, je parle d'un cas où on accompagne l'enfant au sommeil. Si l'enfant, en fait, il s'endort, il a l'habitude de s'endormir de façon autonome, mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir toutes les 5 minutes demander j'ai soif, un verre d'eau, j'ai faim, est-ce que tu peux mettre la lumière, j'ai pas le bon pyjama, etc. Ça, c'est clairement un enfant qui, en fait, recherche la connexion. Hmm. Pas la question du verre d'eau ou du pyjama qui gratte. Hmm. Donc, et en fait, donc oui, alors soit peut-être que il y a tout ce dont j'ai parlé. Et aussi, ah oui, une autre question que je me pose, c'est souvent est-ce qu'elle a été suffisamment dehors aujourd'hui? Parce que si il a pas fait beau, qu'on a passé la journée à l'intérieur, souvent ça impacte énormément l'endormissement. Donc c'est important. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, on repart sur un temps de qualité, on sort de la chambre, on va dans le salon, on va lire une histoire. Et en fait, on reprend un temps, ou même, ça peut être si l'enfant s'est pas assez dépensé ou quoi, ça peut même être d'aller faire une petite balade nocturne, hein. Mais prendre 15 minutes comme ça, on va gagner du temps au lieu de s'acharner pendant 1 heure, de perdre patience et finir par crier aussi. Hmm. Alors que si on prend vraiment ce temps de se dire, OK, dès que moi je perds patience, en fait, dès que je perds patience, je ne peux plus réguler le système nerveux de mon enfant parce qu'il le sent en fait que moi je Hmm. suis en stress, Que donc le ça, tien est déjà déréglé, donc c'est... voilà. Donc lui, il va ressentir ce stress aussi, ça va empirer. Donc plutôt, voilà, on va dans une autre pièce, on fait une autre activité et du coup même nous, ça nous permet de nous réguler. Et après, on est plus calme, on retourne dans l'environnement de sommeil, soit avec l'enfant, soit selon comment vous faites. Et là, en général, c'est bon, en 5 minutes, c'est réglé, quoi. Ce que tu dis, en fait, c'est finalement, il y a plusieurs choses où j'ai tiqué quand tu as parlé. Quand j'ai tiqué, ça veut dire que ça a résonné très fort. En fait, finalement, tu parles de ce que j'appelle, moi, vider le placard aux émotions. C'est, voilà, faire le débrief un peu de ce qui s'est passé dans la journée, qui a pu s'accumuler, qui est pas sorti, qui a besoin de sortir. Et de toute façon, ça Mm, sortira. Et au pire moment qui soit. Et ce que tu dis aussi là, ce que j'entends, c'est finalement, d'apprendre, nous, parents, le lâcher prise, arrêter de vouloir dire, de se fier, hein. En fait, pour moi, le gros ennemi du parent, pas que pour le sommeil, c'est la montre, c'est l'horloge, c'est la mm, dictature de l'heure. Bah, c'est l'heure mm, d'aller se coucher parce que sinon, demain matin, ne sera pas. Bah, des fois, faut aussi savoir dire, bah, ouais, lâcher prise. Bah oui, il va se coucher plus tard, mon enfant, il va s'endormir plus tard. Mais comme tu dis, on gagne du temps mm, parce qu'on répond aux besoins de se dépenser, de moments de qualité, et vraiment d'arriver, et c'est vachement, enfin, ça pour le coup, en tant que parent, c'est hyper mm, dur d'accepter de sortir de ce lâcher prise, à de dire, ok, bah ouais, il est 21h30, et elle dort toujours pas. Demain matin, je vais la réveiller à 6h30, ça va. Mais en fait, mm, on est déjà, nous, dans la projection d'une situation qu'on imagine que, et on se met juste dans des conditions où c'est sûr qu'on peut pas accompagner notre enfant dans le mm, sommeil, quoi. mm, Et que même si le lendemain matin, effectivement, il sera fatigué, ça va se réguler. Enfin, il y a pas mort d'homme si ouais. notre enfant, il manque de sommeil, Oui, une nuit. Enfin, vaut mieux répondre, comme tu dis, je te rejoins complètement, je pense qu'il vaut mieux répondre aux besoins d'attachement de notre enfant, de sécurisation, qu'un besoin de sommeil, de mm, quota d'heures de sommeil, quoi, finalement. oui. Ah oui, exactement. C'est très important. Et ce que tu dis, en fait, ce que tu as dit en filigrane, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de mettre les points sur les i, les barres sur les t, avec toi dans cet épisode, c'est cette notion qu'effectivement, un enfant entre 3 et 6 ans, qu'il soit scolarisé ou non d'ailleurs, hein, qu'il aille à l'école ou qu'il soit instruit en famille, peu importe, il rentre dans une autre phase de son éveil. Et comme tu dis, le quota de sommeil, en fait, il se regarde, tu l'as rappelé, hein, il se regarde en 24 heures. Et moi, je l'ai appris dans la douleur, ce constat, de vouloir absolument que mon fils continue de se coucher à l'heure où il se couchait habituellement,
Sauf qu'en fait, à l'école, bah, il faisait 1 heure et demie de sieste, là où avec moi, il en faisait plus du tout. Et donc forcément, bah, le soir, bah, il n'avait pas sommeil à la dite heure, mais 1 heure, 1 heure et demie plus tard. Hmm. Et ça, je pense que c'est pour les parents d'enfants d'âge comme ça scolarisés, c'est vraiment quelque chose à vraiment garder en mémoire, quoi. Le passage à l'école, bah déjà, il y a le chamboulement que ça représente. Et puis cette notion effectivement du sommeil, dans sa globalité, il est hyper important. Oui, oui, oui. Et puis là-dessus, vraiment, bah, ne stresse pas, comme tu disais, ne stresse pas si ton enfant manque de 2 heures de sommeil, il va les rattraper le lendemain. Je sais que en fait, il y a aussi un gros stress et c'est lié à des études qui ont été faites qui mettaient en lien le manque de sommeil avec le développement cognitif des enfants. Donc, je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est vraiment les études qui sont citées par beaucoup de coachs du sommeil qui font toutes ces techniques d'entraînement au sommeil, 5, 10, 15 et compagnie, hein, pour motiver les parents à laisser pleurer leurs enfants et tout, il faut y aller. Donc, ils sortent les études Qui disant, vont bien. regardez, regardez le manque de sommeil, etc. Comment faire peur? C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup aller voir comment sont faites les études et puis de se dire, OK, mais c'est comment ont été faites les études et aussi de voir que, ben, par exemple, tout ce qui est symptômes, parce qu'il y a aussi tous les symptômes de, comment on dit en français, TDAH, c'est ça? Oui, c'est ça, TDAH. Euh, et en fait, ça, ben, on voit que les enfants, par exemple, qui ont un TDAH, ils dorment aussi moins. Donc, en fait, des fois, on crée des liens de causalité où il y a simplement de la corrélation, Hmm. mais ça ne veut pas dire que le TDAH est causé par un manque de Qui est sommeil. cause à conséquence. Hmm. Voilà, donc il faut faire vraiment attention avec tout ça. Surtout que voilà, quand alors c'est pas la fin du monde, un enfant qui est fatigué le matin, etc. Enfin, en général, ça se régule. Ils vont rattraper, ils vont faire une sieste plus longue. Tout à coup, le week-end, ils vont dormir 4 heures. Enfin, voilà, ça se régule en fait. Et par rapport à l'école, bah, c'est important aussi effectivement d'adapter le rythme et de se dire, OK, s'il a 7 heures de sieste, 1 heure et demie de sieste, ben, je le couche plus tard. Effectivement, je vais devoir peut-être le réveiller le matin, mais du coup, il sera fatigué, il va faire sa sieste. Donc, en fait, ça peut prendre 2, 3 semaines aussi. Donc, faut pas s'inquiéter si on démarre l'école et tout à coup, ben, du coup, il dort plus le soir. Mais un changement de rythme, ça peut prendre 2 à 3 semaines pour que l'enfant vraiment se cale. Et puis, petit à petit, il va être calé, il va se réveiller, même peut-être tout à coup de lui-même le matin parce que il saura que, ben, voilà, 7 heures, L'habitude. c'est le matin. Après, je me couche à 13 heures, je me réveille à 15 heures. Donc, il va changer son rythme, il va s'adapter. Tout comme nous, il y a des périodes où on fait pas de sieste, puis tout à coup, on se remet à faire des petites siestes et puis notre corps s'habitue tout simplement. Après, on s'endort rapidement pour la sieste, on se couche plus tard le soir. Enfin, voilà, on s'adapte aussi. En fait, ce qu'il y a dans le filigrane de ce que tu dis, finalement, ce que j'entends, c'est d'apprendre à alors se faire confiance, oui, et puis c'est faire confiance à notre enfant dans ses ressentis. Et justement, enfin, je trouve ça d'autant plus important où aujourd'hui, en tant qu'adulte, nous, souvent, on s'est déconnecté de notre corps, de nos besoins profonds. Eh ben, au contraire, de laisser nos enfants euh, connectés à leurs besoins, à leurs ressentis, leur faire confiance et pas imposer un rythme, mais plutôt leur apprendre à écouter leur rythme. Oui, exactement. Du coup, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu, parce qu'effectivement, tu accompagnes les parents pour le sommeil des enfants. Donc, tu as un atelier qui est pour les jeunes enfants, mais tu as aussi un atelier, c'est ça, pour les 3-6 ans? Oui, alors pour les 2, 6 ans. Les 2-6 ans, pardon. Ouais, j'ai séparé de cette façon-là mes programmes. Mais effectivement, c'est 2 ateliers en fait qui vont ensemble en fait Mhm. quand on les achète ensemble, où en fait j'explique un petit peu tout ce qui se joue au niveau du sommeil. Donc là, on en a parlé, mais donc je vais un peu plus en profondeur et je parle de toutes les situations courantes. En fait, j'ai simplement demandé à mon audience sur Instagram quels étaient les défis qu'ils avaient et j'ai parlé un petit peu de tous ces défis et j'ai donné des solutions. C'est-à-dire qu'on parle de un enfant qui nous rejoint dans le lit la nuit, mais c'est compliqué parce que
je sais pas, peut-être qu'il y a un bébé dans le lit, peut-être que c'est pas possible d'accueillir l'enfant la nuit. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour aider l'enfant à rester dans son lit? Qu'est-ce que je mets en place s'il y a des batailles du coucher, des endormissements qui durent des heures? Comment est-ce que finalement la question de fond, c'est comment je diminue le sentiment de séparation, parce que finalement c'est de ça qu'on parle et c'est ça qui va régler plein de problèmes, plein de réveils nocturnes, de réveils répétitions, d'enfants voilà qui ont stress ou etc. Donc je parle vraiment surtout de ça dans les ateliers, comment on peut finalement diminuer ce sentiment de séparation pour que l'enfant, même s'il est dans une autre chambre, il sent ce lien d'attachement, il sent qu'il peut appeler son parent à n'importe quel moment. Ça, c'est peut-être un exemple que je voulais rajouter pour comprendre un petit peu parce que il y avait aussi la question de qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Oui. Et parce que j'entends souvent, en fait, ok, alors si votre enfant se réveille, il faut être plus ferme, il faut le raccompagner, il faut qu'il comprenne que ça, c'est la chambre des parents, etc., etc. En fait, ça va juste mettre le cerveau de l'enfant encore plus en stress, encore plus en alerte, en fait. Donc, effectivement, ça peut marcher dans le sens où on crée une crainte, en fait. Mais est-ce qu'il va mieux dormir? Peut-être que le problème, il va rejaillir forcément, peut-être d'une autre façon. Voilà. Donc nous, je crois, Maude comme moi, on n'est pas là pour vous donner des astuces qui vont faire qu'un enfant, il va être la baguette magique. Voilà, qui va être soumis, en fait, qui va obéir, et puis, en fait, le besoin derrière, on l'a ignoré, et du coup, il va ressortir de notre façon. Tout à coup, il va taper son petit frère, on comprend pas, alors on va voir une autre coach. Maintenant, j'ai un autre problème. Non, La base. voilà, on veut vraiment aller au fond des choses. Et le fond des choses, c'est de rappeler toujours à l'enfant que on est là pour lui et qu'il peut dormir en sécurité parce qu'il peut nous appeler à n'importe quel moment. On sera toujours là pour lui. Et je sais que c'est pas trop ce qu'on a envie de dire parce qu'on se dit, ah oui, non, mais il va m'appeler 14 fois. Eh ben, figurez-vous que non. Parce que j'aime bien cet exemple de dire, c'est comme si votre conjoint, il part en week-end avec des potes. Va être votre sentiment s'il vous dit appelle-moi à n'importe quel moment, s'il y a le moins de soucis avec les enfants, je suis là, voilà, c'est important pour moi, que si tu as besoin de moi, je suis là, je garde mon téléphone allumé, même la nuit, je serai là pour toi. Ou à l'inverse, là c'est mon temps pour moi, je ne veux pas avoir, tu m'appelles pas, tu te débrouilles, là c'est bon, j'en ai marre, je pars. Comment vous allez vous sentir et est-ce que dans le premier cas, je pense que si notre conjoint nous dit c'est bon, je vais être là pour toi, je pense qu'on va se dire mais non, vas-y, profite de ton week-end, Je vais gérer. je vais gérer, tout va bien. Parce qu'on sent il est là pour nous en fait. Donc on se dit le simple fait de se dire il va venir si j'ai besoin, ça nous rassure et en fait à part si c'est gros problème, on va pas l'appeler. C'est ça. Mais s'il nous dit non, mais là, je veux pas de contact, etc., on va être en stress et on va encore plus avoir envie de l'appeler, de se dire, mais qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qu'il va faire avec ses potes? En fait, c'est quoi l'agenda? C'est quoi? Enfin, on va être stressé, quoi. Et ouais. Mais je peux que aller dans ton sens parce que c'est exactement ce qui s'est passé, notamment avec mon petit dernier, tu vois. Donc, Rapopoulos, il a eu 5 ans cet été. Et il est dans la phase où il se rend compte qu'il a des réveils la nuit et il nous dit qu'il a des cauchemars. Voilà, mais il prend, si tu veux, le timing pour venir nous voir. Et le réflexe, la première réaction de mon mari, ça a été de dire ah non mais je suis fatiguée, laisse-nous dormir, retourne dans ta chambre. Et bon, forcément, ça n'a pas marché. Hein. Il a résisté. Et moi, de notre couple, si tu veux, je suis celle qui a le sommeil le plus lourd. Mes enfants le savent. Tant que j'allaitais mes enfants, j'étais celle qui se réveillait immédiatement. À partir du moment où j'ai fini l'allaitement, je ne les entends pas. Ils peuvent hurler, les pauvres chéris. Si mon conjoint est là,
je me repose complètement sur lui, c'est lui qui les entend. Quand il y a un déplacement, bizarrement, j'ai un système de vigilance qui est bien activé et je les entends au moindre réveil. Et ce que je dis à mon fils, je dis, écoute, non, si tu te réveilles, si tu retournes te coucher, si tu as un cauchemar, s'il y a quoi que ce soit, laisse papa dormir, tu fais le tour, tu viens me voir, tu me réveilles, tu me pousses parce que effectivement, je vais pas réagir immédiatement, mais tu viens me voir. Et c'est ce qu'il fait en fait. Il l'a fait peut-être une fois ou deux, où il est venu me voir. Maman, j'ai fait un cauchemar. J'ai dit, d'accord. Donc je lui fais un coquin, je te recharge en amour. Ça va, oui, c'est bon. Bon, alors retourne te coucher. Et je l'entends tout dans sa chambre, fermer la lumière, fermer la porte. Il a dû faire ça 3 fois, 3 nuits de suite. Et il a juste testé je viens te voir maman, un câlin, on recharge, ça va, oui, pouf, et il repart. Et c'est fini. Ça a été l'histoire de 3 nuits, juste, en fait, où il a testé la réalité de t'as besoin de moi, je suis là. Et à partir de là, c'était fini. C'est vraiment quand il est malade, quand il y a vraiment un cauchemar, effectivement, il revient. Et ça se passe toujours de la même façon. Il vient, il me dit ce qui se passe, on recharge, et il repart. J'ai même pas besoin de me lever. D'ailleurs, je pense que j'ai toujours les yeux fermés. Hein. Mais voilà, en fait, comme tu le dis, on nourrit le sentiment de sécurité. Et non, ils abusent pas, les enfants. Non, ils viennent pas nous réveiller 12 fois, quoi. En fait, plus je pense le sentiment de sécurité de base est présent, moins ils ont besoin de tester. Exactement. Sinon, effectivement, au début, ils vont avoir besoin de s'assurer que c'est bien réel. Mais si on leur démontre qu'ils peuvent avoir confiance, c'est bon, quoi. Donc, c'était juste la petite illustration que je voulais Ah oui, mais super illustration. apporter à ton propos. Je valide. Je valide à 100%. Et du coup, quand tu nous disais ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà, mais c'était ça en fait. Et ne pas dire à l'enfant, ne reviens pas. Si tu reviens avec des conséquences, etc., je veux pas te voir parce que là, c'est alerte maximale en fait. On crée le sentiment d'insécurité, au contraire, Voilà. quoi. C'est ça. Alors que justement, on se dit, avec tous les autres besoins, on comprend, on se dit, si l'enfant a faim, je lui donne à manger. Le besoin d'attachement, c'est un besoin primaire. Donc, si l'enfant a un besoin de connexion, je lui donne ce dont il a besoin pour qu'il puisse justement retourner se coucher, etc. Et pas l'inverse. Je lui montre encore plus qu'il a raison de... Voilà, et qu'il doit être seul, que je veux pas. Enfin, et du coup, c'est vraiment contre-productif. Ouais. Faudrait demander, je sais pas, j'ai pas regardé, ma mémoire n'est pas très bonne sur la pyramide des besoins de Maslow, mais peut-être la mettre à jour justement pour bien notifier ce besoin d'attachement. Oui, c'est ça. Je pense que le besoin de sécurité, il est bien présent, le besoin de sécurité, mais de préciser que c'est sécurité, c'est aussi le besoin d'attachement. Oui. À partir du moment où on remplit cette base, la fondation, elle est solide. En fait, c'est ça, c'est la fondation, elle est solide, finalement. Merci beaucoup, Pauline. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter, quelque chose qu'on n'a pas couvert, que tu voulais préciser. On a fait un petit peu le tour pour les 3-6 ans, l'attachement, etc. Je crois que la base est là. C'est ça. Mais il n'y a plus qu'à maintenant. J'espère que le message sera passé auprès des parents, de se rassurer, de lâcher prise, de regarder dans la globalité, de nourrir cette notion d'attachement. Et il y a les clés pour faire face, effectivement, aux aléas du sommeil. Merci beaucoup, Pauline. Avec grand plaisir. Merci à toi, Maud, pour ton invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!